Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Merci de vouloir répondre aux questions d'Info Toulouse. Alors, vous avez présenté la liste des amoureux de la France jeudi 28 mai, qui mènera la campagne des élections européennes. Pouvez-vous nous la présenter? Écoutez, c'est une liste de personnalités courageuses, sincères, qui ont prouvé dans leur vie, même quand ils sont jeunes, qu'ils allaient au bout de leur engagement. Et, deuxième de liste derrière moi, Stéphanie Gibault, qui est lanceuse d'alerte du BS, l'Union des banques suisses, c'est-à-dire qui a levé avec d'autres un scandale financier incroyable et qui lutte contre l'évasion fiscale, qui nous tue, parce que ce que ne payent pas les grandes entreprises, c'est les petits commerces, c'est les artisans, c'est les PME qui les payent. Benjamin Cauchy, que vous connaissez bien à Toulouse, Gilet jaune, qui s'est engagé, Damien Lempereur, qui est porte-parole du mouvement, qui est de Tarbes, et puis des personnalités de différents mouvements politiques, le CNI, monsieur Bruno Nort, des femmes comme Marie-Jo Zimmermann, qui est une ancienne députée LR, qui défend le droit des femmes depuis des années, Jean-Philippe Tanguy, qui est à Debout la France depuis des années, bref, une liste de combattants, de résistants, voilà, de résistants, comment dire, qui ont une autre politique à proposer aux Français. C'est-à-dire, on n'est pas là simplement pour protester, on est là pour reconstruire. C'est ça l'enjeu. Est-ce que vous pouvez nous détailler les raisons de l'absence de Jean-Frédéric Poisson sur votre liste? Une liste, c'est une équipe. On peut avoir un très bon joueur qui n'a pas l'esprit d'équipe. Et Didier Deschamps, il a exclu de son équipe, et il a été critiqué à l'époque, des joueurs qui pouvaient très bien taper le ballon, mais qui donnaient des coups dans les tibias de leurs camarades. Et comme Jean-Frédéric Poisson a essayé de faire une liste contre nous, et que Bruno Nort et Jean-Louis Masson, les membres des Amoureux de la France, ont dit niet, j'ai estimé que quelqu'un qui était capable de faire ça dans le dos de ses amis proches ne serait pas un bon partenaire 5 ans à Bruxelles. Voilà. Donc dans la vie, on assume ses actes. Apparemment, il aurait refusé justement la proposition de faire une liste. Ouais, enfin, en tout cas, il a bien essayé de la faire, je peux vous le dire. Et que si d'autres l'avaient suivi, il l'aurait faite. Donc moi, je vais vous dire, je suis un homme entier. Comment demander aux Français d'avoir confiance en nous si dans notre liste, on n'a pas confiance entre nous? Donc moi, je présente une équipe à la vie, à la mort, de gens cohérents qui ne sont pas des faux culs. Voilà. Et les Français, ils veulent des hommes politiques et des femmes politiques qui soient des gens de courage, sincères, honnêtes. Voilà. Après, je ne nie pas les qualités de Jean-Frédéric Poisson, mais je pense qu'il doit les exercer dans une autre équipe, mais pas dans la mienne. Parce que moi, je conduis une équipe soudée. Voilà, c'est tout. Et on paye toujours ses comportements. D'ailleurs, la seule chose qui me fait de la peine, c'est qu'il dit que je ne suis pas chrétien, mais je crois que moi, j'ai été dans une école chrétienne et j'ai appris la bonne camaraderie et la loyauté, qui est une vertu chrétienne. Oui, justement, il a dit que vous n'aimiez pas les cathos. C'est complètement stupide. Moi, je voulais profiter de cette déclaration pour vous interroger sur vos positions, notamment sur les sujets sociétaux. Tout à fait. C'est-à-dire sur le mariage homo, sur la GPA, la PMA. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis catholique, mais j'estime que nous sommes dans un pays laïque et que la religion relève de la sphère privée. Je me bats assez contre l'intégrisme musulman qui veut envahir la société française, qui veut casser ce pacte inventé d'ailleurs par la chrétienté quelque part. Hein. Chacun rendait à César ce qui est à César. Et, je me bats assez contre l'envahissement dans la sphère publique de l'intégrisme musulman pour dire à tous nos amis, on a sa foi, on la pratique, on a une culture chrétienne. Et j'ai défendu les chrétiens d'Orient très fortement dans notre mouvement à Debout la France, mais pour autant, je n'ai pas donné à des brevets de catholicisme à monsieur Poisson ou à monsieur X ou à madame Y. Je veux dire, on vit où? Voilà. Sur les sujets sociétaux, j'estime que les sujets sociétaux relèvent d'abord de la nation et que l'Europe ne doit pas s'en occuper. Et par exemple, quand l'Europe veut nous imposer la GPA, je suis scandalisé, qui est un nouvel esclavage. Voilà, premier point. Deuxièmement, j'estime que les sujets sociétaux traversent toutes les familles politiques. Et ma position a toujours été très simple, notamment sur l'affaire du mariage. J'ai toujours dit que j'étais favorable à une union homosexuelle, mais que j'étais totalement hostile à la filiation, qu'il n'y avait pas de droit à l'enfant, mais qu'il y avait le droit de l'enfant.
Et donc notre position à Debout la France a toujours été très claire. Liberté des adultes, mais ne mêlons pas les enfants. Et un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Voilà, c'est une position. Sur les autres sujets comme l'euthanasie, je suis très prudent parce que je pense qu'il faut absolument, ça va être un défi des prochaines années, accompagner ceux qui souffrent en fin de vie, mais qu'il faut prendre garde à ne pas autoriser une euthanasie qui pourrait être terrible et qui pourrait conduire carrément à être dans la suppression des personnes très âgées pour des raisons financières. Donc là-dessus, j'ai toujours été clair. Voilà, donc ce procès d'intention est très curieux. D'ailleurs, si je n'aimais pas les catholiques, pourquoi M. Poisson était prosterné pour avoir une place sur ma liste? Hein? J'aimerais savoir. Il n'aurait pas dû travailler avec nous depuis 1 an. Donc tout ça est grotesque. Je n'en sombrerai pas dans les polémiques avec Jean-Frédéric, parce que je suis justement très chrétien, je pardonne. J'ai le pardon large. Hein. Donc on a parlé de Bruno Nors, oui. Qui lui avait assumé des divergences de fond avec vous, considérant comme libéral conservateur, à défaut du gaullisme social que vous défendez. Est-ce que c'est pas antagoniste? Non, parce que il est un peu plus libéral que moi, c'est clair, mais justement, on n'est pas non plus dans une secte, on élargit. Et Bruno Nort nous rejoint, il nous rejoint en connaissance de cause, il sait qui je suis. Il sait que Debout la France est un parti gaulliste qui veut l'intervention publique, stratégique, mais qui veut aussi du libéralisme pour les PME. Donc il n'y a pas de débat. Même au sein de Debout la France, il y a des gens plus interventionnistes et d'autres plus libéraux. Il y a des gens plus progressistes, d'autres un peu plus conservateurs. Mais ça, c'est la diversité naturelle de tous les partis. Il y a Marie-Jo Zimmermann, qui est une femme courageuse et qui est très progressiste. Il y a Bruno Nort, qui est un peu plus conservateur. Ben ça fait partie de l'équipe. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, voilà, comme dans une équipe de foot. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est qu'ils aient un esprit d'équipe et qu'ils soient d'accord sur la ligne globale. Et la ligne globale, elle est très claire. Nous sommes pour la liberté de la France, nous sommes pour la liberté économique, mais nous sommes pour le progrès social. Voilà. Moi, je serai toujours un homme de justice sociale. On ne peut pas gouverner un pays et voir les gens crever et des autres s'enrichir, sans penser à tendre la main. Voilà. Donc, Donc, nous sommes un parti gaulliste social, tout le monde le sait, et nous ne changerons pas. Et sur la présence de Benjamin Cauchy sur votre liste, c'était important d'avoir un gilet jaune sur... Mais Benjamin Cauchy n'est pas un trophée de chasse. J'ai pas mis la tête de Benjamin Cauchy sur un trophée sur le mur, comme un cerf ou comme un sanglier. Pardonnez-moi, c'est ridicule. Benjamin Cauchy, il est là parce qu'il a envie d'être là. Et il vous répondra, j'espère. Benjamin Cauchy, il est là parce que notre combat politique depuis 20 ans à Debout la France, 15 ans, 10 ans, c'est un combat pour le peuple. Au-delà même des couleurs politiques, de gauche, de droite, on s'en fout. La question, c'est quoi ? C'est est-ce que les Français peuvent vivre de leur travail? Est-ce qu'on va continuer à les racketter? Et ça, Benjamin Cauchy, il a reconnu que s'il y en a un qui a été sur les barrières d'autoroute et dont on s'est moqué, c'est bien moi. Hein. S'il y en a un qui a déposé le RIC en premier en 2012, c'est bien moi. Désolé de le dire, mais à un moment... le premier gilet jaune de France, c'était peut-être moi. Alors, pour autant, il n'a jamais dit qu'il représentait tous les gilets jaunes. Et moi, je l'ai repéré à la télé, je l'ai vu à la télé parce qu'il était modéré, il n'était pas excité, radical. Et vous savez que l'extrême gauche a dénaturé ce mouvement. Eh bien, je suis très fier qu'il soit sur notre liste. Mais on ne l'a pas forcé. Hein. Et il est que 9e. Vous imaginez le courage qu'il a de venir 9e alors qu'il n'est pas sûr qu'il soit élu. Et on va se battre pour qu'il soit élu. Et j'appelle tous les gilets jaunes, s'ils veulent qu'il soit élu, il faut qu'ils votent pour notre liste. Question sur les candidats. Justement, vous avez beaucoup parlé de Marie-Jo Zimmermann. Elle s'était fait remarquer en 2014 en promettant la construction d'une mosquée aux musulmans de Metz pour la campagne municipale. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec un Nicolas Dupont-Aignan qui a alerté sur le possible grand remplacement en 2017? Non, il y a deux choses différentes. D'abord, Marie-Jo Zimmermann a lutté contre le voile à l'école, contre le voile intégral, pour l'égalité des sexes. Elle est rentrée dans une mosquée, on lui a mis un voile sur la tête. Comme on met une kippa dans une synagogue, comme Christine Boutin va voir le pape, elle met un foulard sur la tête. Et après, on a transformé ça en disant elle est pour... donc c'est malhonnête. Et d'ailleurs, elle me racontait après, quand elle a vécu ça, par politesse, elle n'a pas refusé, mais elle n'a juré de ne plus jamais le faire.
Simplement, elle n'a pas fait une déclaration à la presse pour ça. Mais, et elle ne l'a jamais refait. Voilà. Quant au lieu de culte, soyons très précis. Moi, je veux fermer les 120 mosquées salafistes de France. J'estime scandaleux que la Turquie construise une mosquée géante à Strasbourg. Mais pour autant, est-ce que les Français musulmans n'ont pas le droit de pratiquer leur culte de façon décente aussi? Enfin, il y a un équilibre à trouver, c'est tout. Et il ne s'agit pas de généraliser les mosquées. Il s'agit simplement d'arrêter les amalgames. Donc moi, je suis très clair. Je veux chasser de France les intégristes, ceux qui dénaturent totalement cette religion. Et on doit être intransigeant. Pour autant, il y a des Français musulmans qui ont fait de mal à personne, qui prient comme les juifs, comme les catholiques, comme les protestants, comme les hindous, que sais-je. Et ils ont quand même le droit de se réunir sans qu'on passe dans le délire. Voilà. Je continue d'alerter sur le changement progressif de population. Je l'ai toujours appelé comme ça. Les journalistes disent que je parle de grand remplacement. Je n'ai pas parlé de grand remplacement. Pourquoi ? Parce que je trouve le terme excessif et complotiste. En revanche, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il y a un changement de population progressif qui n'est pas digérable par le pays. Et on peut accepter des migrations, mais on ne peut pas accepter une colonisation. C'est tout. Et donc, quand il y avait 100 000 entrées par an en France, c'était déjà pas facile. On est à 400 000 cette année. La ville de Nice, chaque année. En 10 ans, ça fera 4 millions. Et je ne parle pas des clandestins. Comment notre système social, hospitalier, nos entreprises, nos services publics, nos logements sociaux peuvent accepter ça? Donc, il y a moins d'avoine pour plus de chevaux. Ben, ça se bat dans l'écurie, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc voilà. Alors, grand remplacement, raciste, n'importe quoi. Il suffit d'aller dans le métro ou d'aller dans un hôpital pour voir qu'il y a un problème. Et les premiers qui le disent d'ailleurs, ce sont des adhérents de chez nous qui sont d'origine étrangère. Moi, je ne suis pas hostile à ce que quelqu'un arrive en France et il vit à la française. Sinon, il part en Arabie Saoudite. C'est plus simple. Il sera plus heureux. Et alors, en quoi il est important pour les Européens de refonder une nouvelle Union européenne? Bon, c'est très simple. Vous savez, je pensais récemment, la démocratie a été inventée à Athènes. Ensuite, la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'a étendue dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est un rouleau compresseur contre la démocratie, qui détruit les peuples, les acquis sociaux, tout ce qu'on a construit depuis la démocratie. Et les conquêtes sociales est en train d'être détricotées mécaniquement, systématiquement, par une caste, une oligarchie à Bruxelles, qui s'appuie sur des dirigeants coupés de leur peuple. Est-ce que c'est ça l'Europe? Non. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'était la réconciliation et c'était peser ensemble dans le monde. Donc moi, je veux revenir à la seule Europe qui a marché. C'est l'Europe des nations et l'Europe d'Airbus, c'est-à-dire l'Europe des projets. Moi, je veux que les nations, c'est-à-dire les démocraties, retrouvent leur liberté. Liberté de voter nos lois, liberté de contrôler nos frontières, liberté de gérer notre budget, sans qu'une commission non élue, des juges non élus, une banque centrale non élue se mêlent de nos affaires. Laissons vivre les Français. Et puis en revanche, concentrons l'action de l'Union européenne sur des projets comme on a fait avec Airbus, mais ça c'était il y a 50 ans. Il y a une vingtaine de domaines essentiels pour la hiérarchie du continent, des continents au XXIe siècle. Dans 50 ans, est-ce qu'on sera les esclaves de la Chine et des États-Unis? Ou est-ce qu'on aura une industrie numérique, de l'intelligence artificielle, les panneaux solaires de demain, les nanotechnologies, la lutte contre le cancer? Enfin, voilà à quoi devrait servir l'Europe. Et pas à 28 pays, par pitié, à 4 ou 5 pays, à géométrie variable. Donc vous voyez, c'est une architecture totalement différente. On est en train de bâtir, en tout cas nous voulons bâtir, une Europe qui s'appuie sur les nations au lieu de les écraser. Donc qui s'appuie sur les peuples, qui les respecte. C'est tout le contraire aujourd'hui, on le voit bien. Et alors, cette semaine, on a vu Bernard Guetta, de La République En Marche, s'en mêler un petit peu les pinceaux sur la question du groupe parlementaire qui le rejoindra ensuite. Vous êtes l'un des premiers, si ce n'est le premier durant cette campagne, à tout de suite annoncer, avoir cette transparence, de rejoindre l'ECR une fois élu. Les Français ont besoin de clarté. Monsieur Bellamy des Républicains va adhérer au PPE. Et moi, j'ai lu ce que c'était que le PPE.
C'est un parti fédéraliste qui veut un budget européen, un impôt européen. C'est un parti qui est d'accord avec la répartition des migrants. D'ailleurs, M. Hortefeux a voté tous les textes pro-migratoires depuis 5 ans. Et là, ils vont nous refaire le coup avec M. Bellamy. On est contre l'immigration, on est contre ceci, mais ils ont tout voté. Donc, c'est un vernis national sur une Europe fédérale. Et une voix pour Bellamy, c'est une demi-voix pour Juncker et une demi-voix pour Macron. D'ailleurs, il l'a dit. Monsieur Bellamy, quand même leader des Républicains pour cette élection, mon adversaire, un de mes adversaires, a dit « Je préférerais toujours l'Europe de Juncker à celle d'Orban. » Ben moi, je préfère malgré tout Orban à Juncker. Ça ne veut pas dire que je suis pour Orban, chacun ses goûts. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux que chaque pays ait sa liberté. C'est fondamental. Alors, on a annoncé la couleur. Nous, c'est le groupe... ça sera un mélange de groupes eurosceptiques. Mais je remarque que le Rassemblement national n'est pas capable de rassembler des partis. Toujours les mêmes extrémistes. Et puis, de l'autre côté, les En Marche. Alors là, c'est la grande cuisine, c'est la grande tambouille. Personne ne sait ce qu'ils veulent, si ce n'est qu'ils veulent, on le sait, un impôt européen et la répartition des migrants à travers toute l'Europe. C'est ça, le programme d'En Marche. Et sous couvert de rénovation de l'Europe. Mais c'est eux qui l'ont construit. Enfin, c'est Einstein, je crois, qui disait n'attendez pas de ceux qui ont créé les problèmes qu'ils puissent les résoudre. Alors, les points essentiels de votre campagne sur votre programme, si vous devez sortir les 3 points majeurs. Oh, bon, c'est très simple. Premier point, on rapatrie nos frontières, on contrôle à nouveau nos frontières, nos lois, notre budget, c'est-à-dire que 80% des compétences de la Commission européenne redescendent dans les peuples, vers les nations. Premier point. Deuxième point, on récupère les 9 milliards d'euros que je veux affecter aux retraités français qui ont travaillé toute leur vie et qui sont spoliés. 9 milliards d'euros, c'est l'argent que l'on peut récupérer sur Bruxelles, parce que Bruxelles nous coûte 11 milliards chaque année. On donne 22, on reçoit 11. Il faut laisser un peu d'argent là-bas. Moi, je ne veux pas asphyxier Bruxelles, mais sous Jacques Chirac, on donnait 2 milliards. Ça nous coûtait 2 milliards, l'Europe. Aujourd'hui, ça nous coûte 11 milliards. Et si on continue avec Macron, ça va nous coûter 16 milliards. Ben, je préfère indexer les pensions de retraite, augmenter les bas salaires, développer les services publics, que de gaspiller l'argent à Bruxelles. Et puis, troisième point, ce sont les projets industriels et scientifiques. Il faut peser face à la Chine et aux États-Unis, oui. Mais pour peser face à les États-Unis et à la Chine, ça ne sert à rien d'être tous pareils. Il faut simplement se concentrer sur des projets. Et le grand paradoxe, quand même, c'est incroyable ce qui se passe, c'est qu'ils nous parlent tous de l'Europe toute la journée. Mais depuis 20 ans, ils n'ont pas fait un grand projet européen, à l'exception de Galiléo, les satellites. Et encore, donc il n'y a pas eu un projet européen. Et dès que la France, par exemple, veut investir dans une industrie pour prendre des positions, on lui dit « vous n'avez pas le droit d'intervenir ». C'est contraire à la libre concurrence. Et la Chine ne met pas des dizaines de milliards pour nous rattraper? Et les États-Unis ne mettent pas des dizaines de milliards pour conquérir le monde? Ah nous, on n'a pas le droit. Airbus, aujourd'hui, ne pourrait pas être créé, serait interdit par la Commission de Bruxelles. Donc, voilà, les 3 axes. On retrouve nos compétences au niveau national, on rend l'argent aux Français et on concentre sur des projets industriels pour que nos petits-enfants, nos enfants, soient des acteurs de la mondialisation forts. Vous êtes fait remarquer sur le plateau de C'est à vous en accusant Patrick Cohen d'être un lèche-botte du pouvoir. Que dire de l'état des médias aujourd'hui? Les médias... Alors, il y a une vingtaine d'éditorialistes à Paris qui pensent à la place du pays et qui se prennent pour des journalistes. Ce sont des militants politiques. D'ailleurs, M. Bernard Guetta vient d'être mis sur la liste En Marche. Ce sont des militants politiques. Voilà. Et M. Cohen est un cire-pompe. J'étais plus fort. Cire-pompe. Voilà, il a une brosse à cirage et il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Voilà, la réalité, tout le monde le sait que ce que j'ai dit est vrai. Alors la petite casse s'est affolée, et même là ils ont convoqué un psychiatre à C'est à vous cette semaine qui a dit que j'avais des délires paranoïaques. Donc bientôt c'est l'URSS, je verrai arriver deux psychiatres, ils me mettront une blouse blanche et ils me mettront dans un hôpital. Bon, ça c'est ce qui s'est passé en URSS. Ça se passe tous les jours. D'ailleurs, pourquoi les gens ne croient plus la presse française? Parce qu'il y a des éditorialistes qui se prennent pour des journalistes. Pour autant, est-ce que tous les journalistes sont des propagandistes? Non, bien sûr. Il y a plein de journalistes qui sont très bien. Donc voilà. Mais il y en a marre d'avoir une classe politique qui se couche devant ces médias. Ça suffit. C'est plus possible. Alors comment voyez-vous l'émergence des médias alternatifs? Mais il faut tout faire. Mais heureusement, ils émergent. Mais aujourd'hui, je croise dans la rue des gens de toutes origines, de
tout âge, des petites mamies qui me disent on regarde plus la télé, nous on est sur Facebook. Je vais chez un boulanger d'origine, je sais plus, il me dit, moi je suis du Maroc ou d'Algérie, je sais plus. Il me dit, mais monsieur Dupont-Aignan, moi je regarde plus la télé, j'écoute plus la radio, je regarde Internet, les médias alternatifs. Mais heureusement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont crispés, tous ces éditorialistes. Ils récitent leurs trucs dans le vide. Plus personne ne les croit. Mais ils ont encore une influence, malgré tout. Donc il faut développer les médias alternatifs. Voilà pourquoi je suis devant chez vous.